Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier 3 personnes très importantes qui sont très discrètes lors des conférences et qui sont des personnes grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences. Et l'école de français peut garder une trace de ces conférences grâce aux vidéos que l'on peut alors placer sur notre site web. Il s'agit bien sûr d'Utam Tejedor Alonso. Et je pratique mon accent espagnol. En ce qui concerne la technologie, d'Isabelle Caron. En ce qui concerne le filmage de la conférence, et de Mai Twang en ce qui concerne le site web. Merci à vous 3. Alors ce soir, je suis absolument ravie de vous présenter Sonia Ristic, que je connais depuis qu'elle vient à Middlebury, c'est-à-dire depuis 2009. Née à Belgrade, elle a grandi entre l'ex-Yougoslavie et l'Afrique subsaharienne. Depuis 1991, elle vit à Paris. Après des études de lettres et de théâtre, elle a travaillé comme comédienne, metteuse en scène, mais elle a aussi travaillé au sein d'ONG importantes, telles que France Liberté, FIDH, CCFD, durant les années de guerre en ex-Yougoslavie. Elle a fait partie d'un collectif d'artistes occupant des friches urbaines, le Théâtre de Verre. Depuis une quinzaine d'années, elle se consacre surtout à l'écriture dramatique, romanesque, mais aussi radiophonique et cinématographique. Elle est l'autrice d'une 50aine de textes publiés, dont une 20aine de pièces publiées, tous ces textes et ces pièces, publiées principalement chez Landsman Éditeur. Certains de ces textes ont été mis en scène. Elle est aussi l'autrice de 6 romans publiés aux éditions Intervalle. Son travail est régulièrement soutenu par le Centre national du livre. Ses œuvres sont traduites en italien et en allemand. Et elle a bénéficié de nombreuses bourses et de résidences. Et je suis ravie de voir quelqu'un qui s'assoit au premier rang à côté de moi, parce qu'elle ne sait pas que j'y suis assise. Et que j'aurai enfin quelqu'un assis à côté de moi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, personne ne s'assoit jamais à côté de moi. Donc c'est moi qui vais m'asseoir à côté des autres. À Proctor, je m'incruste. Et là, je suis ravie, merci. Merci. Voilà. Excuse-moi Sonia, je ne voulais pas te voler la scène du tout. Mais je suis tellement émue de voir quelqu'un qui s'assoit là. Bref, vous ne saviez pas que j'avais de l'humour, n'est-ce pas? Je vous dis toujours que je n'ai aucun humour, mais en fait, vous voyez, 5e semaine, on développe un humour. On finit par le développer. Où j'en étais? Oui, elle a écrit 50 textes, 6 romans, et elle a reçu plusieurs prix littéraires, notamment le prix des lycéens allemands pour Orage, le prix des Journées de Lyon pour l'enfance dans un seau percé, le prix de Guérande pour Yala, le prix hors concours pour Des fleurs dans le vent, etc. Elle encadre régulièrement des ateliers d'écriture avec des publics variés en France et à l'étranger. Et elle intervient souvent en milieu carcéral. Comme je vous l'ai dit au début de cette introduction, Sonia vient à Middlebury depuis 2009, avec de petites pauses, et c'est actuellement son 7e été ici. Quand elle venait régulièrement à Middlebury, elle assurait un cours sur les dramaturgies francophones contemporaines au niveau 4 et s'occupait de l'atelier théâtre. J'ai d'ailleurs assisté à plusieurs de ses productions avec délice. Quelles sont les activités préférées de Sonia à Middlebury selon vous? Je ne vous demande pas de réponse, c'est une question à laquelle je vais répondre, grâce à Sonia. Ce sont les longues conversations sur la terrasse de Proctor, l'heure à la piscine après le déjeuner, les soirées salsa aux 2 frères. Mais s'il vous plaît, si vous y allez jeudi, portez un masque. S'il vous plaît, portez un masque. Si vous le pouvez. Plus sérieusement, ce sont surtout les rencontres qu'elle fait sur notre campus. C'est le fait de découvrir les parcours riches et variés des étudiants et des étudiantes qui la passionnent aussi. Ce que j'admire, moi, chez Sonia, ce n'est pas seulement sa créativité littéraire et artistique, c'est aussi son humanité, sa sensibilité à l'autre, sa capacité d'écoute
et tout le monde n'a pas cette capacité. Et son regard, le regard qu'elle porte sur l'autre, ce qui transparaît très nettement dans ces textes, dans lesquels vous vous sentez immédiatement aspiré, emporté, et dont vous avez la sensation de faire partie. C'est aussi la profondeur de sa pensée que je tiens à souligner. Mais Sonia a une autre grande qualité. Quand vous la rencontrez pour la première fois, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, et qu'elle vous connaît elle aussi depuis toujours. Mais surtout, vous avez l'impression qu'elle vous voit. Avec toutes ces œuvres à son palmarès, et étant donné mon amour pour la littérature, il était évident que j'allais demander à Sonia ce soir, bien avant ce soir, je lui ai demandé il y a des mois, de nous parler de son parcours littéraire, de son processus de création, de ses sources d'inspiration et bien sûr de ses œuvres, qui sont si riches et si variées. Ce soir, la conférence de Sonia s'intitule « Fabrique d'un roman, variations sur le féminin, l'écriture et la folie ». Sonia, à toi le micro. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, il faut que le mettre plus fort. Non, ça va? Tout va bien. Alors, bonsoir. À toutes et tous. C'est un peu intimidant d'enchaîner comme ça, derrière, mais je vais essayer de le faire. Donc, bienvenue à cette petite causerie. Je dis causerie parce que le terme conférence... je le trouve assez intimidant, et puis je ne sais pas si j'ai les compétences mais pour causer, apparemment, je suis assez compétente. Donc, bienvenue à cette petite causerie intitulée, comme a dit Armelle, j'ai oublié comment j'ai intitulé ma conférence, causerie, Fabrique d'un roman, variation sur le féminin, l'écriture et la folie. Alors, je vais préciser un petit peu, pas pour faire mentir Armelle. En préparant cette soirée, je me suis dit que plutôt que d'essayer de partir dans toute l'œuvre, c'est très pompeux de dire ça comme ça, toute mon œuvre, plutôt me concentrer sur une œuvre, et j'ai décidé de parler de celle qui va paraître dans quelques jours, 2 semaines, ce roman qui s'intitule Triptyque en ré mineur et qui sortira aux éditions Intervalle le 19 août, je crois. Alors, je vais vous parler du processus d'écriture, de ce qu'était le projet de ce livre, de ce qu'est le livre, parce que c'est pas du tout la même chose. Et puis aussi en essayant un petit peu de revenir sur des choses qui sont des fils conducteurs dans mon travail, des motifs qui reviennent, des préoccupations, des formes. C'est très étrange pour moi de parler d'un livre pas encore paru, parce que tout simplement je ne sais pas ce qu'est ce livre. Je travaille de manière très intuitive, très peu volontariste, en me trompant beaucoup, en m'égarant beaucoup, en me perdant beaucoup. Et le projet d'écriture se modifie au fur et à mesure des mois ou des années que je passe sur un livre. Et souvent, au moment où paraît le livre, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est vraiment que quand il sort et quand il y a les premières rencontres avec des libraires, dans des salons, avec d'autres auteurs et autrices, lors des débats, qu'on me pose les questions, qu'on me force quelque part à réfléchir un petit peu avant de répondre, que je commence à comprendre ce que j'ai fabriqué. C'est d'autant plus difficile de parler d'un livre que non seulement aucun et aucune d'entre vous n'a lu, mais en plus, vous n'avez pas lu, vous n'avez pour la plupart lu aucun de mes autres livres non plus, à part quelques rares personnes. Donc on peut dire qu'on est un peu mal barré. Je vais vous parler, vous ne connaissez pas mon écriture, et je vais vous parler de mon écriture, mais on va essayer de rendre ça pas trop assommant et de retomber sur nos pieds. Donc j'ai terminé ce manuscrit il y a 1 an et demi environ. Sa parution a été repoussée à plusieurs reprises, due à la pénurie de papier. Je ne sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais
En Europe, il y a une grosse pénurie de papier qui bouscule beaucoup le monde de l'édition, et notamment les maisons d'édition indépendantes, donc qui ne peuvent pas en stocker énormément. Et donc, ça a mis ce roman-là encore plus à distance, puisque j'ai l'impression de l'avoir terminé il y a très très longtemps. J'ai très peu échangé dessus, autrement que quelques coups de fil, quelques mails avec les rares personnes finalement qui l'ont lu, mon éditeur, les correcteurs et correctrices, les maquettistes, l'attaché de presse, mais voilà. J'ai essayé de le relire en préparant ça et j'ai trouvé ça insupportable, donc j'ai abandonné. J'ai lu un peu comme ça, quelques bouts, et je me suis dit que, vu que je n'allais pas faire une analyse approfondie du livre, qu'on n'allait pas parler de toute mon œuvre parce que ça allait durer des heures et ça ne serait pas forcément très intéressant pour celles et ceux qui ne m'ont pas lu, que peut-être ce qui pourrait, peut-être, je ne garantis rien, hein, ne me prenez pas au mot, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de prendre le processus d'écriture à rebours, de partir de ce qui existe. Donc ce roman existe, on va dire que je l'ai lu, même si je ne l'ai pas relu, mais je l'ai quand même lu. Et donc on va essayer de déconstruire ça et de voir comment il est fabriqué. Mon père, vers la fin de sa vie, avait la manie de démonter tous les objets qui lui tombaient sous la main. Que ce soit des objets achetés ou des objets trouvés dans la rue. Il trouvait toujours que cet objet était important et intéressant, mais qu'il n'était probablement pas suffisamment bien fabriqué, ou qu'il était très laid, ou qu'il n'était pas très efficace, et donc il démontait. Et les dernières années de sa vie, quand je vivais avec lui ou quand je passais le voir, sur la table de la cuisine, il y avait toujours tout un tas comme ça de pièces détachées qui ont été un objet utilitaire et qui deviendront peut-être un autre objet utilitaire. Je vous parle de mon père, pas seulement parce que mes parents sont des personnages dans la vie et qu'ils nourrissent, mon rapport avec mes parents nourrit beaucoup mon écriture, mais aussi ni parce que j'ai confondu divan de psychanalyste et causerie à Middlebury, mais parce que le rapport au père, le rapport au deuil du père, le rapport à la maladie mentale du père, le rapport à la filiation et à la transmission en général est vraiment au cœur du propos de ce roman. Alors, commençons par le titre. Donc, triptyque en ré mineur. J'imagine que tout le monde sait ce qu'est un triptyque. Ça va? Tout va bien? Bon. Dès le départ, dès les prémices, au stade du projet, quand c'était une toute autre histoire que je vous raconterai bientôt, une des choses que je savais, c'est que ça allait être un triptyque, que ça allait être en 3 parties, en 3 morceaux, que ça allait raconter la même histoire mais de manière différente, ou des étapes d'une même histoire, et que c'était pensé comme quelque chose qui se refermait sur soi. C'est-à-dire on rentrait à l'intérieur et les 2 battants latéraux pouvaient se refermer. Donc pendant très longtemps, je me suis dit, ok, il faut que je trouve ce que c'est, une structure en triptyque. Et parallèlement à ça, quand je travaille parfois, j'écoute de la musique, pas systématiquement, et généralement je fais assez confiance aux algorithmes de YouTube pour trouver ce que je vais écouter. À ce moment-là, il y a eu 3 morceaux qui revenaient périodiquement sur la liste de lecture. Ces 3 morceaux étant, je lis parce que sinon je vais m'embrouiller, le concerto pour piano numéro 1 de Brahms, la symphonie numéro 1 de Mahler et le concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninoff. Je les écoutais et puis je me suis dit, il y a quelque chose là qui me parle, qui marche avec les choses que j'essaye de faire, avec quelque chose dans l'atmosphère qui accroche. Et puis ce n'est que plus tard, quand je suis allée demander à Monsieur Google, que j'ai appris que les 3 morceaux étaient en ré mineur. Je n'ai aucune culture musicale, je suis incapable de vous expliquer ce qu'est musicalement le ré mineur, mais j'ai remarqué que très très souvent, ce sont les morceaux en ré mineur qui me plaisent,
Et on va dire que c'est parce que je suis slave et dramatique et que la mélancolie, mélangée avec de la joie et un peu de drame, mais en même temps de la passion, voilà, ça me parle. Donc, c'est devenu un triptyque en ré mineur, encore une fois mal barré, avec des références plutôt venant des arts plastiques et de la musique pour quelqu'un qui est censé écrire. Ensuite, je me suis dit, bon, à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu voulais écrire au tout début? Et c'est difficile, c'est un peu archéologique d'aller fouiller, de se dire, mais c'est quoi vraiment la prémisse? C'était pas ça, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, oh, je vais écrire un triptyque. Ça venait d'ailleurs. Et en essayant de retrouver les images d'origine, et en fouillant un petit peu dans mon ordinateur pour voir les versions des dossiers envoyés il y a quelques années, je me suis souvenu que le titre de ce livre était, le titre de travail de ce qu'allait devenir ce livre, était 3 fois Berlin. Et en fait, j'avais complètement oublié ça. C'était censé se passer, les 3 parties étaient censées se passer à Berlin. Et je savais que il y aurait 3 formes différentes, mais la ville était vraiment importante. Je vais vous lire le début des 3 parties telles qu'elles existent aujourd'hui. Vous vous rendrez compte que ça se passe à Berlin. Je pense que c'est bien que je vous lise le premier chapitre de chacune des 3 parties parce que c'est plus concret, vous entendrez les différences de langue, de rythme, de propos aussi, et ce que je vais dire par la suite sera peut-être un peu plus concret. Donc la première partie s'intitule Milena, c'est un nom de femme, lettre à Sam, et elle est sous-titrée Concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninoff. C'est une lettre datée du 3 août 1972 à Belgrade. Cher Sam, ta lettre est arrivée en 9 jours. Nous voilà fixés sur les délais postaux, même s'il n'y a aucune garantie que les prochaines seront si rapides. Non, elle n'a pas été interceptée par le bureau de la censure, qui, je te le rappelle pour la énième fois, n'existe pas chez nous. Nous avons bien évidemment des gratte-papier qui jettent un œil sur ce qui s'apprête à paraître dans les maisons d'édition et visionnent les films avant de leur accorder un visa d'exploitation, mais on les appelle lecteurs tout simplement, et vu la production foisonnante, je doute fort qu'ils aient le temps de rédiger des notes détaillées à l'intention du parti, ou je doute encore plus fort que qui que ce soit prenne le temps de le lire. Alors, pour clore le chapitre « La fertile imagination d'un Américain moyen qui a vu trop de mauvais films d'espionnage », non, je n'ai subi aucun interrogatoire à mon retour de Paris. Personne ne me suit. Il n'y a ni voiture noire, ni homme en imperméable fumant le visage caché en bas de chez moi, seulement un grand soleil qui tasse, spéciale dédicace à Nicolas, les ombres projetées par les arbres, l'asphalte à moitié fondu par la chaleur épaisse de ce mois d'août, et 3 gamines, aux voix beaucoup trop aiguës, qui sautent à l'élastique pile sous ma fenêtre. Entre parenthèses, pure curiosité au rayon sociologie, joue-t-on à l'élastique en Amérique également, ou est-ce un de nos exotismes balkaniques? Bref, les seules questions qu'on m'ait posées depuis que je suis rentrée viennent de mes proches et sont dans cet ordre. Si j'ai ramené du bon cognac, nous avons ici un ersatz terrible appelé Vignac. Quelle fringue je me suis acheté? Et si j'ai rencontré un Français moche, mais terriblement sexy, ressemblant à Montanjeune ou à Belmondo? Lorsque je réponds que j'ai rencontré 2 Américains ne ressemblant hélas ni à Steve McQueen ni à Humphrey Bogart, mon auditoire largement féminin est très déçu. Je te taquine. En vérité, toutes sont avides de m'entendre raconter les détails croustillants, mais homme bonne écrivaine, je sais ménager le suspense et ne leur livre le récit de nos folles aventures que par courts épisodes. Ainsi, je m'assure de briller dans les soirées jusqu'à l'automne, au moins. Merci pour les cartes avec les tableaux de Hooper. Ils sont vraiment merveilleux. Je ne connaissais pas ceux que tu m'as envoyés. Et mon voisin, M. Petrovitch, te remercie infiniment pour les jolis timbres venus enrichir sa collection déjà impressionnante.
Depuis qu'il a compris que je reçois du courrier de l'étranger, d'Amérique qui plus est, je suis remontée de plusieurs crans dans son estime. Il ne me fait plus de remarques pincées sur la musique que j'écoute, ni sur les heures avancées de la nuit auxquelles je rentre. Qui aurait cru qu'il suffirait d'une série de petites images bariolées pour l'amadouer? Sans le savoir, tu vas m'épargner des conversations désagréables quasi quotidiennes. J'ai repris le travail le lendemain de mon retour. Tu peux imaginer ma forme olympique après la semaine de nuit très courte que nous avons passée. Mais rien de follement excitant. Une énième production du Tramway de Williams se prépare pour la saison prochaine au théâtre où je suis employée. On m'a demandé d'en revoir la traduction, qui n'était pas très bonne, et de mieux faire sonner les dialogues en serbo-croate. J'y passe quelques heures par jour avec Svetlana, l'amie dramaturge dont je t'ai parlé. Nous n'étions pas particulièrement copines lorsque nous étions à l'Académie des Arts Dramatiques. Je la trouvais insupportablement prétentieuse et tatillonne, mais depuis que nous sommes collègues, nous nous sommes rapprochés et c'est une chic fille. Tellement farfelue et drôle, elle pourrait être un personnage de roman. Quand on fait équipe, même en planchant sur les scripts les plus insipides, nous parvenons à nous amuser. Elle me tanne pour que nous partions quelques jours au bord de la mer, Belgrade, en plein été, est toujours un peu pénible. Mais après mon escapade parisienne, je suis trop fauchée pour l'envisager sérieusement. Alors, nous nous consolons en passant nos week-ends sur les plages de la Datigali, avec une petite île fluviale sur la Save, voire carte postale si jointe, où Svetlana peut reluquer les maîtres nageurs à loisir. Elle dit que ça ne vaut pas les spécimens dalmates, mais on fait avec ce qu'on a. J'ai une grande nouvelle, enfin peut-être. Je croise les doigts et touche du bois pour ne pas tout faire foirer en le criant sur les toits trop vite. Il se pourrait que j'obtienne un contrat permanent à la RTS, la radio-télévision serbe. L'oncle de la tante du voisin du cousin de ma mère y a un poste important et ma mère le travaille au corps depuis des mois pour qu'il me dégote une place. À la télévision, les salaires sont meilleurs qu'au théâtre, ce qui ne serait pas de refus si nous prévoyons de nous revoir avant le siècle prochain. Mais surtout, en y devenant permanente, je pourrais plus facilement obtenir un logement d'État. Bon, ce serait Dieu sait où, Nouveau Belgrade sans doute, ça voudrait dire prendre des bus bondés pour venir bosser et vivre dans un de ces affreux blocs neufs. Je te raconterai la splendide architecture du réel-socialisme une autre fois, mais je ne m'en plaindrai point. J'aime bien ma studette d'étudiante du centre-ville. Elle est charmante et je suis près de tous les lieux que je fréquente. C'est juste que le loyer mensuel restreint considérablement ma capacité à renflouer ma tirelire dédiée au voyage. Et puis c'est plutôt mal chauffé. Mes factures sont astronomiques en hiver. Donc doigts croisés et bois touchés pour que ma mère arrive à faire jouer son piston, puisque c'est ainsi que les choses semblent fonctionner chez nous. Je sais que même sans intervention divine, égale maternelle, je finirai par obtenir un appartement tôt ou tard. Le truc, c'est que ça risque d'être tard. On attend habituellement au moins 5 ans avant de se voir accorder un appartement d'État. Or, ça m'arrangerait que ce soit tôt. Dans mon entourage, personne ne comprend pourquoi je suis partie de chez mes parents, où j'ai toujours ma chambre, où j'aurais été logée, nourrie, blanchie, choyée, gâtée, en fille unique que je suis. Ici, nous restons vivre chez les parents jusqu'au mariage, et souvent même, les femmes passent de la cuisine maternelle à celle de la belle-mère. Il n'y a que les étudiants de la campagne qui louent chambre et studio le temps de leurs études quand ils n'ont pas réussi à obtenir une place en résidence universitaire. Mais depuis ma première année à l'académie, je me suis démenée pour être indépendante. Je ne rêvais que de cela depuis l'adolescence. Svetlana dit que c'est à cause de Virginia et de sa chambre à soi que j'ai prise au pied de la lettre. Elle n'a pas tort, même si je crois que ce fut également pour fuir la maladie de mon père. Bref, aussi modeste que soit mon nid, je n'échangerai ma liberté pour rien au monde. Lorsque je serai mieux logée, vous viendrez me rendre visite ici tous les deux ? Quoi d'autre ? Ah oui, j'ai recueilli un chat errant, un mâle gris maigrichon qui semble toujours perdu dans ses pensées et qui louche un peu. Je l'ai baptisé Jean-Paul, en hommage à Sartre, pas à Belmondo. Je le précise car niveau culture générale, avec vous autres Américains, on ne sait jamais. Me voilà parée. Une mansarde du centre-ville, une machine à écrire sur un grand bureau, des reproductions de Hopper et des photos de Paris punaisées au mur, du cognac de luxe dans le buffet et un chat, le parfait attirail de l'autrice jusqu'au cliché. Il ne reste plus qu'à écrire.
Rien de très prometteur de ce côté-là, hélas. Des bouts d'idées, des tentatives, mais rien qui tienne, rien qui m'emporte. Je m'étais collée un soir à une nouvelle inspirée de nos soirées parisiennes, et c'était d'un mauvais. Tellement mauvais que j'ai eu un fou rire en la relisant à voix haute. On aurait dit un pastiche de Paris est une fête, le pauvre Ernest a dû se retourner dans sa tombe. Svetlana me maintient que souvent l'habit fait le moine, qu'en peaufinant le décor et les costumes, je finirais par y croire moi-même à mon statut d'écrivaine, mais je ne trouve pas cette approche très convenable pour une Stanislavskienne. Et toi, ton roman avance ? Raconte-moi un peu à quoi tu occupes tes journées. Et s'il te plaît, dis bonjour à Peter de ma part. Je ne sais pas s'il a reçu ma lettre postée il y a une semaine. Je t'embrasse, M. C'est la première de la série de lettres que nous avons dans cette première partie. Nous n'avons pas les réponses de l'homme. Nous avons un petit peu ces réponses en creux, mais pas ces lettres. Et donc, ce sont des lettres que toujours la même femme, Milena, vivant toujours à Belgrade, écrit toujours au même Sam, vivant toujours aux États-Unis, entre 1972 et 1978. Et puis commence la deuxième partie, intitulée Lily Clara, novella inachevée, sous-titrée Symphonie numéro 3 de Gustav Mahler. Elle me dit qu'elle ne se souvient pas de la guerre, qu'elle était trop petite, que de ces années, il lui reste quelques images à peine. Une poupée de chiffon qui était sa préférée, même si elle en possédait des dizaines d'autres, en porcelaine de Limoges notamment, très belle et très chère. Celle-ci, fabriquée pour elle par sa nourrice, avait des nattes de laine blonde retenues par des rubans de satin et des boutons de nacre bleutés à la place des yeux. Des yeux un peu globuleux, précise-t-elle en écarquillant exagérément les siens pour mimer l'expression ahurie de la poupée, malgré les longs cils brodés sur la soie dont était tendu le visage. Puis elle part d'un de ces rires rauques qui meurent dans une quinte de toux. La poupée portait les mêmes vêtements qu'elle, de cela elle se rappelle parfaitement, chacune de ses robes de princesse reproduites à l'identique en miniature. Les dentelles pâles, les velours profonds et chatoyants, et même un petit manteau en lapin, un petit manteau merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représente, me demande-t-elle, ce que c'est que de coudre de la fourrure en général et d'aussi petites pièces en particulier. Elle me décrit longuement les habits de sa poupée et je comprends que c'est sa manière de retrouver les vestiges de sa petite enfance, qu'elle a pris l'habitude d'emprunter ce chemin-là, celui des objets, des décors, des détails pour pallier l'oubli qui grignote et les effets des médicaments. Elle me dit qu'elle ne se souvient pas de la guerre et je sais qu'elle fait référence à la première, la grande, car elle doit avoir une 60aine d'années. Le cadre dans lequel je l'ai connue, la manière dont le personnel médical s'adresse à elle, cette façon qu'ils ont de parler aux malades comme s'ils étaient des enfants, ces mains que les neuroleptiques font trembler, c'est tout cela qui l'a vieillie. S'il n'y avait pas la maladie et son traitement, elle serait une femme mûre, mais en pleine forme. J'écoute sa voix dans laquelle on entend toujours la petite musique de l'allemand, alors qu'elle ne l'a quasiment plus parlé depuis plus de 30 ans, et j'imagine une fillette aux boucles vieillores qui saute sur un grand lit à baldaquin, tandis qu'à la lumière d'une bougie ou d'une lampe à pétrole, une vieille nourrice s'esquinte la pulpe des doigts en brodant de minuscules coccinelles sur une robe de poupée. Je me fais rire intérieurement, car de toute évidence, dans l'appartement fastueux dans lequel elle a grandi, elle n'a pas besoin de me le préciser. Les poupées que son père lui ramenait de Limoges, le manteau de fourrure, les taffetas et les velours sont des indices suffisants. Il n'y avait nul besoin de bougies ou de lampes à pétrole. L'électricité y était courante, bien avant sa naissance. Quel chemin l'a menée des étoffes chatoyantes dans lesquelles elle a grandi, à la prison de linoléum gris et d'odeur de javel dans laquelle je l'ai rencontrée. Puis ça continue, donc cette deuxième partie, on comprend assez rapidement que la narratrice est la même femme que celle qui écrivait des lettres à son ami, à son amant américain. Et au fait, elle raconte la rencontre avec une dame âgée dans un hôpital psychiatrique. Et c'est comme un peu comme des poupées russes. Et à l'intérieur de ça, la vieille dame raconte un amour de jeunesse, une rencontre avec une autre jeune femme à Berlin dans les années 30. Et
On passe tout le temps de la grande poupée à la petite poupée, et c'est volontairement, il n'y a aucun signe de... Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de... chaque fois c'est elle qui parle, on ne sait pas qui c'est, et on ne sait jamais quand c'est Milena qui raconte, quand c'est Madame Lily qui parle, mais je pense qu'on commence à s'y retrouver assez rapidement. Et puis, encore plus loin, on arrive à la troisième partie, je vais en lire deux parce que ils sont très très courts. La troisième partie qui s'intitule Anna, 39 fragments d'un printemps étrange et sous-titré Concerto pour piano numéro 1 de Brahms. Fragment 1. J'ai reçu le colis vers la mi-avril, un peu après peut-être. Je n'ai pas retenu la date exacte, mais je me souviens que le confinement venait à peine d'être prolongé d'un mois supplémentaire. Contrairement aux premières semaines que j'avais passées quasiment cloîtrées, il y a un truc qui fait top top dans le micro, je ne sais pas si vous l'entendez, ou c'est que moi qui entends dans les retours. Ouais. Pardon. Contrairement aux premières semaines que j'avais passées quasiment cloîtrées, à cette période, j'ai commencé à sortir marcher tous les jours dans le périmètre d'1 kilomètre autour de mon domicile et 1 heure durant, parfaitement obéissante à des règles tout aussi parfaitement absurdes. Le paquet était arrivé depuis un moment, m'a informé M. De Almeida lorsqu'au retour d'une de mes balades quotidiennes, je l'ai enfin croisé. J'ai pensé qu'il y avait erreur, car je n'avais rien commandé depuis que notre fringant monarque nous avait 6 ou 7 fois répété que nous étions en guerre et qu'il nous fallait rester chez nous à lire, à part me faire livrer des caisses de pinards par vinbiopacher.com. Or, ces dernières étaient toujours déposées sur mon paillasson et accompagnées d'un coup de fil annonciateur. C'était bien moi, la destinataire du mystérieux envoi, constatai-je en le soupesant et secouant, moyennement lourd et absolument silencieux. L'écriture sur l'étiquette ne me disait rien et le carton ayant sans doute pris la pluie en cours d'acheminement, le nom de l'expéditeur était illisible. En revanche, poursuivant mon examen dans l'ascenseur, j'appris que ça avait été posté aux États-Unis, dans le Maine plus précisément, et découvris-je complètement éboubi depuis le bureau de poste d'une ville nommée Belgrade. Pas que l'existence d'un Belgrade, Maine me sembla plus extraordinaire que celle d'un Paris, Texas, mais Belgrade, l'originel, était la ville dans laquelle je suis née et où j'ai grandi, et si je n'y avais plus que quelques liens épars dans le Belgrade du Maine, j'étais convaincue de ne connaître personne. Fragment 2. J'ai posé le carton sur la table pour aller me laver les mains et j'ai remarqué qu'elle tremblait. Quelque chose s'était noué dans le ventre également. Depuis la mort de mon père, 2 mois plus tôt, en m'occupant des démarches administratives liées à sa disparition et à sa succession, je ne parvenais pas à me débarrasser de la crainte que j'allais être confrontée à une découverte qui me terrasserait, à quelque chose surgissant d'un des nombreux pans d'obscurité qui recouvraient certains moments de sa vie. Que j'allais devoir faire face à un élément qui ébranlerait à nouveau, la foi de trop sans doute, de cela j'avais très peur, tout ce sur quoi je m'étais construite. Plus terrible encore, qui ferait voler en éclats les barrages que j'avais échafaudés pour tenir la terreur à distance. L'angoisse qui m'avait empêché de respirer pendant les années où je me suis occupée de mon père malade m'avait semblé disparaître avec son décès que provisoirement. Seulement le temps de prendre une autre forme. Je m'étais alors jetée dans la paperasse et les formalités de manière fébrile, persuadée que si je ne me montrais capable de mettre de l'ordre dans sa mort, cela me consolerait du tourment qu'avait été sa vie et apporterait un semblant de paix à son souvenir. Mais surtout, je voulais me convaincre qu'une fois les démarches accomplies, bouclées, j'aurais fini par obstruer les passages entre l'invisible et le visible, par colmater les frontières entre ceux avec quoi j'avais appris à vivre et ceux qui risquaient de me détruire. Sauf que l'emballement épidémique et le confinement sont advenus avant que je n'ai eu le temps de tout déblayer, écluser et clore. Le passage entre l'inconnu et le connu était toujours ouvert, et l'effroi d'un éventuel secret destructeur que je pourrais recevoir en héritage, toujours aussi présent. Aujourd'hui, il me semble absurde, complètement irrationnel à vrai dire, que j'ai pensé à mon père en recevant ce paquet envoyé depuis Belgrade, Maine. Dans la vie de mon père, il existait effectivement des zones d'ombre que je préférais ne pas avoir à affronter, mais je pouvais être certaine que jamais il n'avait mis les pieds en Amérique.
Il était donc plus qu'improbable que cet étrange colis ait quoi que ce soit à voir avec lui. Et si moi-même je n'avais pas entendu parler de ce patelin auparavant, j'avais souvent séjourné ailleurs, en Nouvelle-Angleterre. J'y avais des amis, des connaissances, d'anciens étudiants avec lesquels j'entretenais une correspondance décousue et qui parfois m'envoyaient des cadeaux. Pourtant, ce n'est pas à eux que j'ai pensé. Donc je ne vais pas vous lire les 39 fragments, mais dans cette troisième partie, c'est une autre femme, et au fait on apprend assez tôt, je pense dans le fragment suivant, que c'est les lettres de Milena, c'est les lettres de la première femme qu'elle reçoit dans ce colis. Je ne vais pas vous raconter le lien qu'il y a entre ces trois femmes, ni on va dire l'intrigue, ne spoilons pas tout, comme on dit en bon français, ou pour utiliser l'expression québécoise beaucoup plus jolie, ne divulgachons pas. Mais donc maintenant que vous avez à peu près une idée de ce qu'est le livre concrètement, qu'on l'a un peu démonté et posé les pièces détachées sur la table, je peux essayer de revenir à ce qu'il aurait dû être, ce manuscrit initialement intitulé 3 fois Berlin. Il y aurait dû avoir donc 3 parties. Ça aurait dû commencer par une longue nouvelle, une novella, qui raconte, sous une forme assez classique de narration, la rencontre de 2 jeunes femmes à Berlin dans les années 30 et une histoire d'amour. Et puis la deuxième partie, ce sont ces 2 femmes qui s'écrivent, qui vivent toujours à Berlin, séparées de part et d'autre du mur, et qui se font, par des moyens assez inventifs, passer des lettres dans les années 70. Et puis, dans la troisième partie, une écrivaine en panne d'inspiration, mais avec une bonne bourse d'écriture, vient à Berlin pour écrire. Elle n'arrive pas à écrire et elle trouve ses lettres. D'un côté, c'est très proche de ce qu'est le livre. D'un autre côté, c'est complètement à l'opposé. Parce que les lieux, dans mon travail, les lieux sont très très importants. Je commence souvent par les lieux. Et si les intrigues, les histoires de mes livres et de mes pièces aussi, de tous mes textes, sont pour la majeure partie très fictionnels, les lieux sont toujours des lieux que je connais bien. Ainsi, on a des lieux récurrents, on a le nord-est parisien, certains quartiers parisiens qui reviennent comme ça de livre en livre. On a Belgrade qui revient parfois, on a Beyrouth qui revient souvent. On a même un certain campus pendant des étés caniculaires qui parfois fait des apparitions dans mes livres. Et donc, je pense que c'était ça. C'était un moment où j'avais envie de revenir à Berlin, où j'y suis beaucoup allée, mais pour des périodes courtes, et j'avais envie de travailler à partir de ça. J'ai eu une bourse d'écriture, donc je devais être comme la troisième femme de l'histoire qui n'existe pas, mais qui aurait dû exister. Et puis, il y a eu des problèmes d'agenda, il y a eu des galères qui arrivent dans la vie des gens. Les écrivains sont aussi des gens. Je ne suis pas partie à Berlin, et puis ensuite, à partir du printemps 2020, plus personne n'est parti nulle part. Donc voilà, je suis restée à Paris, et je me suis dit, je vais essayer d'écrire quand même. Je connais suffisamment Berlin, je suis suffisamment imprégnée de Berlin pour pouvoir travailler depuis Paris. Et j'ai commencé par écrire cette première partie, cette nouvelle. J'ai écrit une vingtaine de pages, c'était atroce, c'était fabriqué, les personnages n'existaient pas, ils étaient 2-dimensionnels, c'était complètement plaqué. Et donc j'ai fait ce que je fais toujours, quand il y a une difficulté, j'abandonne. J'ai pas une boutade, au fait, vraiment. Je pense que c'est très important d'abandonner, de se dire que c'est absolument pas grave. C'est juste un livre. J'ai abandonné, donc. Puis du temps s'est passé, et puis à un moment donné, je m'ennuie un peu, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de commencer par une autre partie, par la partie journal intime de cette autrice en résidence à Berlin. Et puis c'était tout aussi mauvais, et puis j'ai à nouveau abandonné.
je me suis dit que c'était pas grave, que c'était un peu un problème parce qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire du reste de ma vie. Je suis à peine mélodramatique quand je me pose des questions, mais que voilà, les gens vivent des choses bien pires que ça. J'ai jamais pensé commencer par les parties épistolaires, ça me semblait vraiment compliqué. Donc je me disais, si j'arrive pas à écrire une nouvelle vraiment basique ou une sorte de journal intime, de faux journal intime, bah, c'est même pas la peine d'essayer d'écrire cette partie épistolaire. Et au fait, la chose qui, moi, est récurrente dans quasiment tous mes textes, c'est l'accident. Le moment où il se produit quelque chose que je n'ai pas du tout prévu. Donc, je n'écrivais pas, j'avais grandement dépensé les 8 000 euros que le Centre national du livre m'avait donné pour écrire ce roman, je buvais des coups avec mes potes, et puis une amie, autrice et metteuse en scène, Clémence Veil, m'a appelé un jour pour me demander d'écrire un texte pour une sorte de performance théâtrale dans laquelle Marc Baudin a joué d'ailleurs. Un truc vraiment très très bizarre autour de Joe Dassin. Et la seule, je lui dis, mais quoi, écrire quoi, c'est quoi l'histoire, etc. Elle me dit, mais ce que tu veux, tu écris ce que tu veux, la seule obligation c'est que ça doit se passer en 78. Et puis j'avais 24 heures pour l'écrire, donc bon, voilà, je me suis dit, bon, je vais voir ce qui vient. Et la chose qui m'est venue, c'était ce personnage-là. C'était Milena. Elle ne s'appelait pas encore Milena à l'époque, elle n'avait pas de nom. Une femme belgradoise en 78 qui est écrivaine et qui écrit à son amoureux, à son amant américain qui est aussi écrivain. Et puis j'étais assez contente de cette lettre, je trouvais ça assez léger, puis plutôt rigolo. Les gens ont bien aimé pendant la performance théâtrale, moins que Marc en costard blanc à paillettes, mais ils aimaient bien aussi les textes. Et puis j'ai oublié que j'avais fait ça, et il m'a fallu vraiment très longtemps. Il m'a fallu, ça devait être 2019 ou quelque chose comme ça, pour me dire, mais attends, cette lettre, il y a peut-être un personnage là. Belgrade existait dans la lettre, donc j'avais le lieu. Je me dis, mais il y a une voix, il y a quelqu'un qui parle dans cette lettre, peut-être ça, je vais essayer de voir. Puis j'écris une deuxième, et puis une troisième, et puis j'en ai écrit une centaine, et puis j'en ai jeté 80 à la poubelle, et j'en ai gardé une vingtaine, enfin tout ça. Et puis je me suis dit, ok, c'est pas les deux femmes berlinoises qui s'écrivent de part et d'autre du mur, c'est une femme qui écrit. Et Belgrade dans les années 70, c'est pas du tout Berlin dans les années 70, c'est une ville extrêmement ouverte, très très vivante. Et j'ai aimé le fait que ça me déstabilise. Je ne savais plus de quoi parler ce livre, mais l'accident m'avait permis de commencer quelque chose. Puis ça s'est enchaîné. J'ai écrit ensuite, je pense, la partie nouvelle. Mais comme ce n'était plus... comme il y avait l'apparition de cette vieille dame en hôpital psychiatrique dans les lettres de Milena, finalement une histoire qui se raconte dans un hôpital psychiatrique n'a peut-être pas la même forme que si c'est juste une narratrice extérieure qui la raconte. Donc cette nouvelle n'est plus vraiment une nouvelle, c'est devenu un texte hybride. Et de la même manière, lorsque j'ai commencé à écrire la troisième partie, la partie carnet, pareil, ça c'est devenu autre chose. Et donc le livre, qui devait être un livre qui ne parlait que de femmes, puisque tous les personnages étaient des femmes, et il n'y avait aucun, au stade de projet, il n'y avait aucun personnage masculin, est devenu un livre où il y a plein d'hommes partout. Il y a pas seulement Sam dans la vie de Milena, il y a aussi un deuxième homme, un troisième personnage qui est assez important dans cette histoire. Et puis dans la vie, dans la partie Clara Lely aussi, il y a le père de Clara qui est très présent, et puis aussi le père de Lily. Et puis dans la troisième partie, tout d'un coup, un autre Américain est arrivé, je ne l'avais pas prévu, mais il fallait bien que quelqu'un envoie ces lettres d'Amérique, puisqu'elles n'étaient plus à Berlin. Donc il y en a un qui les a envoyées depuis Belgrade dans le Maine, où je ne suis jamais allée, j'ai juste trouvé ça par hasard sur Google, et j'ai trouvé que c'était tellement hallucinant
qu'il fallait bien que je m'installe là-bas. Et finalement, d'autres thématiques sont venues. La plus grande surprise, peut-être pour moi, était la question du rapport à la maladie mentale, à la maladie psychiatrique, et notamment à la psychose paranoïaque, précisément, puisque c'est le diagnostic du père de Milena dans la première partie, c'est le diagnostic de Madame Lily dans la deuxième, et c'est à nouveau le diagnostic du père de Anna dans la troisième partie. La maladie psychiatrique passe comme ça, traverse mes autres textes. Dans Rage, Tamara décompense, dans La Belle Affaire, Nadja est hospitalisée à Esquirol et fait une dépression grave. Il y a aussi, je crois, une décompensation du personnage d'Alice dans Saison en friche. Il y a... c'est pas explicité, mais ça plane quand même sur des pièces de théâtre, Holiday Inn ou 14 minutes de danse, des histoires de trauma pas guéries, on va dire. Mais jamais je n'ai pensé que j'allais en faire le matériau premier. Et aussi, il m'a fallu du temps pour me dire, tiens, s'il n'y avait pas eu la pandémie qui arrivait au cours de ce projet d'écriture, puisque le projet d'écriture existe depuis 2016-2017, j'aurais écrit un tout autre livre. C'est vraiment l'accident. Pendant la pandémie, j'habite dans le 20e à Paris, dans un immeuble des années 70, donc assez haut, je suis au 7e étage, et il y avait une femme sans domicile fixe qui s'est installée au pied de mon immeuble, qui a installé sa tente au pied de mon immeuble pendant le premier confinement. Et donc qui passait ses nuits à avoir des batailles très ardues, très bruyantes, avec des ennemis imaginaires, je suppose. Peut-être pour elle, c'était pas imaginaire, mais en tout cas, moi, je ne les voyais pas. Et puis aussi, quand on essayait de l'aider, de lui demander s'il fallait appeler le SAMU ou de lui apporter à manger, elle jetait, elle refusait de toucher la nourriture qu'on lui apportait. Et il se trouve que dans mon entourage proche, familial et amical, le diagnostic de la psychose paranoïaque est assez fréquent. Donc, je ne suis absolument pas compétente pour diagnostiquer cette pauvre SDF qui a vécu pendant quelques mois devant mon immeuble, mais ça y ressemblait beaucoup. Et c'est comme si cet accident-là, le fait de ne pas pouvoir dormir parce qu'il y a quelqu'un qui crie, qui ne cesse de crier pendant des semaines, c'est comme si ça m'avait entraîné, obligé d'aller chercher ailleurs. Et tout d'un coup, quelque chose qui n'était pas à l'origine du projet d'écriture est devenu finalement le motif le plus important, puisque c'est... Ah oui, il y a quand même une histoire, hein, il y a quelque chose qu'on comprend dans comment ces lettres passent, il y a une intrigue entre guillemets, mais vraiment, le rapport à la maladie, à comment on garde le lien, comment on garde le lien d'amour, d'amitié filiale, paternelle avec un proche ou une proche qui est lentement parti dans un autre monde, c'est un petit peu ce qui va devenir récurrent dans ça, dans ce livre. Aussi, le rapport qu'entretiennent les femmes à l'écriture, je pense que c'est un rapport très différent du rapport que les hommes entretiennent à l'écriture, en tout cas dans mon expérience. Et puis il y a des gens un peu plus intelligents que moi qui ont pas mal écrit dessus. Et aussi la place que les femmes accordent à l'amour, à la rencontre amoureuse, quand elles écrivent. Alors, encore une fois, je n'ai pas envie de dévoiler tous les retournements, mais les trois histoires posent vraiment la question de est-ce qu'on peut vraiment construire un couple, une vie de famille, et écrire et fréquenter la folie, entre guillemets, d'aussi près. Chacune y répond de manière différente.
Et donc pour revenir, pour retomber sur mes pattes et pour commencer à clore parce que je vois que le temps file, si j'observe ce qu'il y a sur la table devant moi et si maintenant j'oublie ce qu'aurait dû être ce projet d'écriture, je dirais que c'est un livre sur la filiation, sur la transmission, pas seulement la transmission familiale, mais aussi sur la filiation, sur cette histoire de poupée russe qui se passe entre des femmes qui écrivent. Et je me suis rendu compte en écrivant ce texte-là que je l'écrivais aussi pour la lectrice que j'ai été de Virginia Woolf et de Annie Ernaux et de Marguerite Duras et de Jane Austen et de toutes ces femmes que j'ai lues, préadolescentes, adolescentes, étudiantes et qui ont beaucoup plus influé sur ma manière d'écrire que n'importe quel prof que j'ai eu à la fac. Donc c'est un livre sur ça, sur comment on se transmet, quelle est la filiation entre des femmes qui écrivent. Aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chambre à soi? Ça devait être un livre sur une ville, sur les rues d'une ville, sur Berlin, à 3 moments de son histoire. C'est devenu complètement un livre de l'intériorité. Ces 3 femmes sont chez elles, dans des maisons très différentes, mais c'est vraiment devenu l'histoire de l'enfermement, du cocon. Ça devait être un livre sur les amitiés féminines, et les hommes sont venus y mettre du bordel et les dévier par moments. Mais je pense que c'est peut-être plus que toute chose, c'est un peu comme le titre de cette conférence, que j'avais envie de variation, j'avais envie de me poser toutes ces questions-là, mais sous des angles différents. De ne pas juste les aborder sous un angle unique ou sous la lumière de mon propre vécu, mais plutôt de le traverser à travers des subjectivités, des individualités de ces 3 femmes fictionnelles, très très différentes, vivant dans des villes différentes, vivant à des époques différentes, et puis surtout des femmes d'âge différents, puisque nous avons Milena au seuil de la trentaine, mais nous avons Madame Lélie à 20 ans et à 60, et puis nous avons Anna au seuil de la cinquantaine. Donc c'est comme une espèce de longue rangée de poupées russes qui s'emboîtent et que j'avais eu envie de déplier. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et puis je vais peut-être ouvrir aux questions. Ça va être plus interactif. Alors, dans la tradition du librairie, nous invitons les étudiants et les étudiantes à poser les premières questions. C'est une question de compréhension. Est-ce qu'au début tu avais dit qu'il y a dans le livre un rapport entre le père et la fille, ou c'était juste je sais plus si c'était dans ta vie personnelle ou dans les autres livres, il y a un thème qui a été... Dans ce livre, il y a le rapport père-fille est très présent dans 2 des parties, mais pas absent de la partie médiane. Et la question aussi de la maladie du père et du deuil du père est très présent dans les 3 parties. D'accord. Donc si à la base tu voulais écrire un livre où c'est des rapports entre femmes, pourquoi est-ce que là on a juste le père et pas la maman ou... Je ne sais pas, c'est une bonne question. Elle est peut-être...
parce que l'accident est arrivé. En fait, je ne sais pas si ça c'était suffisamment clair, parce que c'est aussi compliqué à expliquer comment c'est plus organique que ça. En fait, j'écris pas, je me dis pas, je vais écrire un truc sur ça qui brasse ces sujets-là, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce qui va. Et là, en fait, c'était vraiment une chose qui a mené à une autre. Au départ, j'avais une envie de parler. Bon, je te rassure, les amitiés féminines sont quand même très très présentes dans ce livre, mais voilà, s'il n'y avait pas eu cette commande de cette amie et l'apparition de ce personnage, parce que c'est elle finalement la première qui a fait sortir la deuxième, qui a fait sortir la troisième, et quand j'ai commencé à les voir apparaître, je peux même pas dire pourquoi, au-delà d'un truc très banal qui est, j'ai été effectivement très proche de mon père, mais je veux dire, on est quelques millions, voire quelques milliards de filles à être proches de nos pères. Donc, mais au-delà de ça, pourquoi à ce moment-là ça a pris une telle place, je ne sais pas, c'est un peu mystérieux. Merci. Et j'ai une autre question. Oui. Tu as dit qu'il y a juste Milena qui écrit, mais on n'a jamais la réponse de Sam, c'est juste à travers ses mots. Oui. Est-ce que ça, c'était un choix, je sais pas, basé sur les autrices que tu aimes, ou est-ce que c'était juste le hasard encore? Alors, parce que maintenant, en travaillant à cette causerie, les jours précédents, j'ai quand même un petit peu réfléchi. Donc, j'ai trouvé une autre réponse. La première réponse, c'est que là, c'est très scénaristique. Il fallait que ces lettres arrivent jusqu'à la troisième femme. Ça, j'avais besoin, que ces lettres arrivent jusqu'à elle. Mais les lettres des deux ne peuvent pas être au même endroit. Les lettres de Milena sont arrivées jusqu'en Amérique, donc éventuellement c'est de là qu'elles vont repartir, mais les lettres de Sam sont arrivées jusqu'à Belgrade. Donc il fallait que ces lettres soient réunies et que quelqu'un puisse les envoyer ou les donner à la troisième femme. C'était très compliqué de les réunir. Donc ça, c'était la première raison. Et l'autre jour, je ne sais pas, en faisant quelque chose de très prosaïque comme brosser les dents ou plier mon linge, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais oui, il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, il y a une bonne quinzaine d'années, j'avais lu les lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren. Et il y a Jasmine qui arrive, mais je m'en doutais un petit peu. Et au fait, pour des questions je ne sais pas, d'ayant droit et de refus de héritiers de Nelson Algren, que ces lettres à Simone de Beauvoir soient publiées, dans ce que nous connaissons, dans le recueil de lettres, c'est que les lettres de Simone de Beauvoir. J'y ai pas du tout pensé consciemment au moment où je les écrivais. J'ai pensé juste, non, les lettres peuvent pas être au même endroit, donc il faut que je choisisse soit les lettres de l'homme, soit les lettres de la femme. Et comme je voulais faire un livre que sur les femmes, j'ai choisi. Mais au fait, peut-être que aussi dans mon inconscient sont restées ces lettres de Beauvoir et Algren qui effectivement sont arrivées jusqu'à nous, juste les lettres de Beauvoir. Randen, Cynthia, tu n'es pas une étudiante. J'ai une question en fait. Tu peux poser ma question. En fait, parce que tu dis qu'il y a certains endroits qui s'apparaissent plus que d'autres, mais tu as aussi mentionné que Belgrade est dans l'histoire, mais tu n'as jamais visité Belgrade. Donc c'est juste une question de... Attends, qu'est-ce que tu as dit, que j'ai jamais visité Belgrade? Mais est-ce que c'est Maine? Ok, donc. Ah, Maine, ouais, Belgrade dans le Maine, non, mais parce que je suis née à Belgrade en Serbie et j'ai grandi. Ok, d'accord. Mais le Belgrade du Maine, il me fallait juste un peu chercher sur la carte un endroit d'où partiraient ces lettres, et il fallait que je trouve un lien avec la troisième femme. Et je me suis dit, en regardant la carte, tout d'un coup j'ai vu les Belgrade Lakes et je me suis dit, oh mais c'est fou, mais du coup la troisième femme pourrait venir de Belgrade et donc ça serait logique. Enfin voilà, c'était... C'est pas une grande partie du livre. Non, c'est juste un détail. C'est juste un détail qui commence à nouer cette chose-là, qui transmet quoi à qui, depuis où. Ok, d'accord. J'étais juste curieuse de savoir
comment tu arrives à écrire sur une ville que tu... Je n'arrive pas, je ne peux pas écrire sur des villes que je ne connais pas, je suis incapable. Alors oui, je peux, si c'est une demi-page quelque part, pour dire oui, les lettres ont été postées à Belgrade dans le Maine. Mais en fait, une fois qu'elles sont postées, elles sont déjà arrivées, les lettres, au moment où on le lit, on n'a pas besoin de retourner là. Mais là où il y a des actions qui se déroulent, des personnages qui s'ébattent, il faut que ce soit des lieux que je connais bien. D'où la récurrence, par exemple, de certains lieux qui reviennent souvent, pas parce que je n'arrive pas à les oublier, mais tout simplement que j'ai visité une quantité limitée d'endroits et que j'ai écrit beaucoup de livres. donc ça revient. Quand je les ai tous fait tourner, je repars à zéro. C'est une boutade, mais... Et ma deuxième question, c'est un peu plus générale, parce que je trouve ton processus super intéressant, que tu es super ouverte à tout ce qui arrive à l'écriture. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu n'aborderais jamais? Ouh là là, dit comme ça, je ne sais pas. Finalement, mes grands tabous sont sur les 3 grands tabous de l'humanité. Je pourrais écrire sur le meurtre, d'ailleurs j'ai déjà écrit sur le meurtre. Non, peut-être que je n'écrirai pas sur le cannibalisme et sur l'inceste. C'est peut-être 2 choses sur lesquelles je serais incapable d'écrire. Mais on verra. Merci Sonia pour votre grosse service. Merci à toi. Rien. Vous avez dit que c'est et continue d'être difficile à expliquer votre livre ou un livre que vous avez déjà écrit juste après qu'il est paru. Et j'étais un petit curieux parce que c'est vrai que sa procédure va commencer assez bientôt. Mais c'est vrai que vous avez déjà fait sa procédure avec vos autres livres. Je suis curieux. Comment est-ce que vous le clarifiez sa difficulté avec comment expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit? Alors oui, en effet, c'est comme je travaille de manière assez intuitive, on va dire, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas de plan et que je ne réfléchis pas à ce que je fais, mais je me fie beaucoup plus à l'intuition qu'au volontarisme. Donc ça reste un peu flou, et puis surtout, je pense que les livres profondément n'appartiennent pas aux auteurs, que les livres appartiennent aux lecteurs. Et donc, quand un livre paraît et que j'ai la chance de rencontrer des classes ou des étudiants qui travaillent dessus, ou même dans les salons, ou dans des débats, d'avoir des lecteurs, des gens qui les ont lus, ils vont souvent mettre le doigt sur des choses auxquelles j'ai pas du tout pensé. Et ça va m'obliger d'essayer de formuler des choses que j'aurais pas formulées, puisque j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin juste que le texte coule et qu'il dise, qu'il raconte ce que j'ai envie de raconter, et de travailler sur ça, sur la musique et sur le contenu des phrases. Mais j'ai pas besoin de savoir d'où me vient effectivement pourquoi les lettres de l'homme, ah tiens, ça fait référence parce que j'ai lu ça et ça a été important dans mon parcours de lectrice, etc. En revanche, les lecteurs et lectrices, ils me les posent ces questions-là, et généralement j'essaye d'être un minimum généreuse dans ce type de rencontres et de vraiment engager un dialogue. Ben, ça m'oblige à quelque part analyser mon propre travail, il y a beaucoup de livres à lire, je ne m'amuse pas à relire mes livres et à y penser une fois qu'ils ont paru. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est dans ce sens-là que les questions ou le regard qu'un lecteur ou qu'une lectrice va porter sur un personnage et qui va me dire mais elle est vraiment insupportable, pourquoi elle fait ce choix-là, et tout d'un coup je vais dire mais non, elle est mignonne, pourquoi tu dis ça? Et quelque part, ça devient réel. Quand c'est réel pour quelqu'un d'autre que moi,
On peut parler des personnages, on peut parler des lieux, on peut parler des événements. Merci beaucoup. Fais pas la gueule, Cynthia. Je te la poserai après. Merci. Trouvez-vous qu'il y a quelques temps de jours quand les mots, les phrases, les paragraphes viennent plus facilement pour écrire et oui. Ah oui, il y a des jours où ça vient plus facilement et puis des jours où c'est comme s'arracher des dents, ça dépend. Mais moi je suis vraiment pas quelqu'un de courageux. Moi quand ça vient pas, j'abandonne. Mais vraiment, c'est pas une boutade, c'est pas une posture, je trouve que c'est pas suffisamment important. Qu'écrire des livres n'est pas suffisamment important pour s'infliger de la souffrance. Donc quand c'est de la souffrance, je fais un truc qui me procure du plaisir, je lis des livres. Ou je bois des coups, ou je vais danser, ou je vais nager, ou je passe des journées avec mes amis. Mis à part les commandes, parce qu'il faut bien manger, donc quand il faut écrire un texte parce qu'on va toucher de quoi payer 3 mois de loyer, ça là je veux bien souffrir un petit peu. Mais pour ça, pour mes romans qui, je ne sais pas, au mieux se vendront à 1500 exemplaires, enfin je vais pas m'infliger ça. Je vais vraiment pas. Donc oui, il y a des jours où ça vient facilement et c'est du plaisir. Et puis il y a des jours où c'est vraiment insupportable. Je fais autre chose. Je regarde des vidéos de chats sur YouTube. Je vois ce que font mes amis sur Facebook. Je peux regarder une saison entière de télé-réalité en une nuit. Voilà, c'est absolument pas intellectuel. Je fuis l'effort. Et je me vautre dans les plaisirs les plus bas. Sinon, je peux parler. Ouais, tu peux parler, allez. Ok. Donc ma question se porte sur la place de correction ou de correcteur. Est-ce qu'il y a des limites que vous... Tu peux me tutoyer. Oui. Il n'y a aucune raison de me voyer. Oui, certainement. Non, mais est-ce qu'il y a des limites où le correcteur ne peut pas dépasser si ça va changer l'histoire ou est-ce que tu acceptes les corrections? Vous avez entendu la question hein, sur les... Alors, au fait, la partie du travail que j'ai pas du tout mentionné là, c'est la partie où le travail commence. C'est une fois qu'on a un premier jet, que quelque chose se tient, mais c'est pas encore un manuscrit, c'est pas encore un roman. Là, la partie de travail commence. Et là, ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années, où on déplace une virgule, on coupe tel paragraphe, on le met en bas, on se dit « Ah, ça c'est pas clair, oh, ça c'est trop clair », etc. Donc, ce temps-là, avant que le livre soit envoyé à l'éditeur, pour moi, est un temps déjà assez long. Et puis une fois qu'il a envoyé à l'éditeur, ça dépend, il y a des livres où il a accepté la version que je lui ai rendue et elle est presque partie à l'impression assez rapidement. Puis pour celui-là, par exemple, on a fait plusieurs allers-retours. Le livre l'intéressait, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui soutient vraiment mon travail, mais il était... Sans rentrer dans les détails, il y avait des choix que j'ai faits structurellement, enfin, dans l'architecture du livre dont il n'était pas convaincu, et puis donc ça a été un dialogue. Et ensuite, quand on vient vraiment au travail du correcteur, ça c'est chaque maison d'édition qui décide. En tout cas chez Intervalle, ils font déjà tourner les correcteurs, ils ne travaillent jamais, ils ne font jamais travailler le même correcteur sur le livre du même auteur ou autrice, parce qu'ils trouvent que voilà, ça, il ne faut pas s'installer dans des tics de langage, dans des familiarités, il faut que le regard quelque part soit neuf et alerte. Je ne sais pas si d'autres maisons d'édition fonctionnent comme ça. Et ensuite, l'idée n'est pas de repasser, de complètement blanchir la langue d'un auteur, parce que ce qui fait une langue d'auteur, c'est pas la façon, les magnifiques phrases tricotées. Ce qui fait la langue d'un écrivain, d'une écrivaine,
en tout cas moi j'en suis convaincue, c'est justement toutes les maladresses, tous les tics de langage, toutes les choses qui auraient pu être mieux, tous les accidents, etc. Donc à ce moment-là, des fois c'est très juste parce que j'ai rendu le manuscrit avec trop de coquilles et de fautes d'orthographe. Et par exemple, moi, je ne suis pas française, même si je parle français depuis mes 5 ans. La concordance des temps, je ne sais pas ce que c'est. Mais vraiment, je ne sais pas. C'est à l'oreille, j'écris, et le hasard fait que la plupart du temps ça marche, et puis de temps en temps, mon éditeur dit « Ouh là 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 !» On va reprendre ça et puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, pour ces choses-là, je suis bien reconnaissante que quelqu'un passe derrière moi et m'épargne la tonne de ma vie. Mais d'un autre côté, je me bagarre, par exemple, cette histoire de cette deuxième partie où je ne voulais pas tous les signes de ponctuation qui introduisent la parole à rapporter, le dialogue, etc. Je voulais surtout pas de tiret, je voulais surtout pas de guillemets, je voulais... ça a été une bagarre. Ils les ont tous remis, quand ils ont corrigé, je les ai tous enlevés, ils ont tous remis, et puis j'ai gagné. Voilà. Merci déjà. Merci à toi. Causerie. Et j'ai une question à propos de la forme du livre, parce que déjà il y a ces 3 parties, la triptyque, et entre la partie épistolaire, le roman, le journal. Je suis curieuse de savoir quelle était l'expérience d'écriture de ces 3 parties, et est-ce que la forme, ça informe beaucoup comment tu écris et le processus? Oui. Justement, ce que je disais tout à l'heure, la partie épistolaire me semblait très compliquée à écrire. Je me disais, c'est celle que j'écrirai en dernier, mais comme il y a eu cette performance théâtrale et ce personnage, et que ça m'a été très facile d'écrire ce monologue, qui est une lettre d'une écrivaine belgradoise à son amant américain, finalement ça a été vraiment comme un jeu de rôle, ça a été très très facile à écrire, et ça se prêtait très bien à un ton qui est celui de l'intimité, parce qu'il fallait... Ce sont des personnages qui ne se connaissent pas bien, ils ont passé 1 semaine à Paris, ils viennent de se rencontrer, ils communiquent dans une langue qui n'est pas la langue maternelle de Milena. Tout ça c'est en creux, je ne l'explicite pas, mais moi je le sais, quand je fais ma tambouille, je le sais. Donc elle écrit depuis Belgrade en anglais, qu'elle parle bien, mais ce n'est pas sa langue, à quelqu'un avec qui elle a été, qu'elle a connu bibliquement parlant, avec laquelle elle a été intime sexuellement, mais qu'elle ne connaît pas du tout, puisqu'ils ont passé 1 semaine ensemble. Et les lettres, là, étaient le ton de leur conversation, même si on n'a qu'un côté de la conversation, était facile à faire, beaucoup plus facile que si ça avait été une narration à la 3e personne ou une narration à la 1re personne. Ça m'a vraiment aidé de faire exister ces histoires d'amour qui sont très concrètes et en même temps très abstraites, puisqu'elles sont à distance ou elles se passent que... Et puis aussi le temps, le passage du temps. On est dans les années 70, il n'y a pas de mail, ils s'écrivent des lettres, parfois des cartes postales. Quand il y a vraiment une urgence, ils s'envoient un télégramme. Donc il y a ça, il y a des ellipses. Ça m'a aidé aussi dans la construction de dire, ok, il peut y avoir 2 mois d'ellipse. C'est tout à fait possible qu'en 76, une lettre envoyée aux États-Unis se soit perdue ou ait mis 2 mois à arriver. Donc voilà, ça c'est là où c'était très très proche. Dans la 2e partie où je voulais vraiment, je ne sais pas pourquoi, je m'obstinais à vouloir que ce soit une nouvelle, ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui se dérobait, qui échappait, et où j'ai compris qu'il fallait qu'on les entende, les 2 voix, qu'on entende la voix de Milena qui pose des questions à Clara ou à Lily. Enfin, c'est un peu ça le nœud de cette histoire, puisqu'il y a 2... On ne sait pas laquelle des 2 femmes, cette femme qui parle est. Mais je voulais aussi qu'on entende la voix de cette vieille dame. Et je voulais voir comment leur rythme pouvait
pouvaient clasher, comment leur manière de parler, leur vocabulaire pouvait frotter l'un contre l'autre. Alors j'ai essayé au début d'écrire un paragraphe l'une, un paragraphe l'autre, ça marchait pas du tout, ça avait l'air très très fabriqué. Et donc ça a été vraiment un travail de dire, ok, si c'est Milena qui écrit quelque chose qu'elle vient d'entendre à l'instant, où la personne qui lui a parlé parle d'encore quelque chose qui a eu lieu il y a 40 ans, qu'est-ce que ça devient? Quelle langue ça devient? Quel rythme ça devient? Alors je ne sais pas si c'était suffisant ce que j'ai lu pour se rendre compte de la différence de rythme de ces deux-là. Et pour la troisième partie, je pensais vraiment que ce serait un vrai carnet, comme si on ouvrait le carnet, le tien, le mien, celui de Juliane qui est partie, qui nous avait écrit pendant l'atelier d'écriture un magnifique texte sur son carnet dans sa poche. Je me suis dit, je voudrais ça en fait. Je voudrais qu'on ouvre un carnet, qu'il y ait une liste de courses et qu'il y ait les choses à faire, étendre la vaisselle, la lessive, faire la vaisselle, aller récupérer le colis. Et j'étais vraiment, je m'obstinais à faire ça, et pareil, ça ne marchait pas. En fait, c'est pas intéressant, sauf si on est artiste plasticien et qu'on fait des carnets de voyage et qu'il y a la partie plastique de l'objet. Au fait, c'était des coquetteries. Et donc, il y avait dans une première version, il y avait, elle racontait quelque chose, et puis il y avait une liste de courses, et puis il y avait aussi d'autres coquetteries, des phrases qui commençaient au milieu de la phrase, sans majuscule, qui se terminaient comme ça. Et je me dis, ok, non, ça distrait du propos. C'est une coquetterie, je me fais plaisir à moi, mais finalement, ça distrait complètement du propos qui est dans cette partie-là. Cette femme est enfermée chez elle pendant un confinement. Elle vit un deuil qu'elle a déjà mis à distance, mais quand même, qui n'est pas si lointain que ça. Elle doit écrire, mais elle n'écrit pas. Et tout d'un coup, elle se jette dans une histoire qui a eu lieu 50 ans plus tôt. Et donc, c'était déjà suffisamment compliqué pour rajouter des coquetteries, des listes de courses ou des listes de choses à faire ou des citations. Il y avait beaucoup de citations. Donc j'ai cherché aussi, je me dis, ok, donc je vais procéder par fragments. Ça ne sera pas un ordre chronologique, puisque tout ça va s'entrecroiser, je vais les numéroter. On peut les lire peut-être dans le désordre aussi, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, mais il faut que chaque fragment soit quand même structuré. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Bonjour, merci beaucoup. Oui, je veux juste comprendre comment tu t'es senti pendant les moments au début de la procédure, tout ça. Et qu'est-ce qui t'est arrivé pour, par exemple, quand tu as écouté la musique ou quand... oui, et comment est-ce que tu t'es trouvé inspiré par les autres formes d'art, par l'architecture, je veux juste savoir un peu plus du procédure. Si j'ai bien compris, au fait, j'ai tout ça, la musique, les références en peinture, etc., c'était pas du tout là au début. Au début, il y avait juste ça sera une structure comme ça, et puis ça sera cette histoire-là. C'est venu plus tard, c'est déjà quand l'accident a eu lieu et que j'ai commencé à partir sur une autre piste, où j'étais dans la rédaction, où j'étais pas seulement dans le fantasme du livre, mais où je commençais à être dans la rédaction et que je sentais que je tenais quelque chose. Finalement, c'est vraiment le hasard. Je me dis pas le matin, tiens, je vais mettre ce morceau-là. J'aurais pu écouter du pain, il se trouve que sur YouTube, il y avait une liste de lecture avec de la musique classique et que j'ai appuyé dessus. Mais ça, j'aurais pu l'éteindre 5 minutes après. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, ça m'a beaucoup...
aussi, sans doute, ce livre est nourri aussi de ce que des films que j'ai vus pendant cette période, des émissions radio que j'ai entendues, d'autres choses, mais ce n'est jamais, pour moi, ce n'est jamais volontariste. Par exemple, puisque Phoebe est avec nous à l'atelier théâtre, et donc elle nous voit travailler avec Marc, il y a des choses dans l'atelier théâtre qui sont complètement volontaristes, qu'on ne ferait pas si on faisait une mise en scène dans la vie de tous les jours, mais ici on n'a pas de temps, on a très peu de temps avec des comédiens pour la plupart non professionnels qui devront jouer dans une langue qu'ils ne connaissent pas, donc il faut qu'on vienne déjà avec une idée de mise en scène. Ce qui ne se passerait pas, si on avait le temps normal d'une création, ben on s'asserrait tous sur le plateau et puis on commencerait à discuter et puis à improviser, et c'est vos propositions qui nous montrerait le chemin à suivre. Et je pense que ça, c'est la bonne, entre guillemets. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est une manière de travailler beaucoup plus intéressante. Donc on fait quelque chose de un peu volontariste, même si on ne sait pas qui seront les comédiens, mais on travaille quand même à partir de vos énergies, mais on est quand même venu avec une idée pour cette pièce. On s'est dit, ok, c'est l'univers de la bande dessinée, et puis c'est particulièrement l'univers de Gaston Lagaffe, et puis quelles sont les autres bandes dessinées de cette époque-là qui peuvent éclairer. Mais ça, c'est décidé. En temps normal, on ne le ferait pas comme ça. Et moi, quand j'écris, je ne le fais jamais comme ça. Sauf quand c'est une commande. Quand j'ai une commande très précise, par exemple d'une pièce de théâtre ou d'un texte pour la radio, on me dit il y a 15 comédiens, il faut qu'il y ait 3 rôles principaux et 12 rôles secondaires, il faut que ça parle du monde du travail, et il faut que ça dure 58 minutes avec le générique. Ce qui est souvent, par exemple, le cas. Dans ce cas-là, voilà, quitte à remplir les cases, je vais encore structurer. Mais quand je travaille, entre guillemets, pour moi, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas imposées, ça, je me nourris de tout ce qui croise ma route à ce moment-là, de toutes les histoires que j'entends, de la SDF en bas de mon immeuble, de l'ami proche qui me parle des problèmes de santé de sa maman, de ma mère qui se plaint d'être déprimée le matin, voilà, je me nourris de tout ça. Mais je ne vais pas forcément le chercher. Coucou, Naya. Je sais que le temps passe, comme toujours, mais j'ai une question. Peut-être que c'est un peu trop général, alors tu n'es pas obligé de répondre en détail, mais je suis curieuse. C'est très difficile d'être succincte pour moi. Qu'est-ce que tu trouves qui est très différent entre les processus d'écrire un roman, disons, et une pièce de théâtre? Parce que moi, je trouve que il y a des personnages et des intrigues, mais en général, c'est des médias complètement différents. Alors, oui, comment tu t'approches à les deux? C'est très très différent. Le roman, c'est l'immense liberté. Surtout, on peut écrire ce qu'on veut et dire que c'est un roman, en fait. Moi, je ne crois pas beaucoup. Alors que le théâtre, on l'écrit quand même pour le plateau. On n'écrit pas du théâtre pour que ce soit un livre lu. Il peut être un livre lu, mais on écrit quand même pour des corps, pour des voix, pour des comédiens et comédiennes. Et au théâtre, il y a des choses que si on les fait, on se plante. Par exemple, au théâtre, finir un texte, trop le finir, le terminer, est une catastrophe. Un texte de théâtre doit rester en chantier, un peu branlant, pour que justement toutes les autres couches d'écriture puissent venir se poser. L'écriture du jeu des comédiens, l'écriture de la musique, de la lumière, de l'espace, l'écriture de la mise en scène, tout ça. Si on a tout verrouillé, si tout est déjà dit, si tout est déjà écrit, bon, ça devient un texte de théâtre peut-être pas très très intéressant. Au théâtre, en tout cas dans le théâtre que j'aime et que j'essaye d'écrire, il faut tout faire pour ne pas trop expliciter, pour ne pas que... Il faut laisser la possibilité que chaque réplique puisse avoir des multiples lectures pour que aussi
le public écrive sa propre histoire. Dans le roman, c'est bien de ne pas trop expliciter, mais si on a envie d'expliciter, de dire c'est ça la vérité, dans le roman, on peut tout à fait être Dieu et dire ça c'est la vérité. Après, les lecteurs aiment ou pas aiment, ou n'aiment pas, mais au théâtre, si on le fait, ben, on a enlevé le travail, l'espace de tous les autres qui viennent travailler. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je trouve que c'est très différent. Moi, j'ai toujours aimé passer de l'un à l'autre. Est-ce qu'on boucle la boucle ou est-ce qu'on laisse sortir ceux qui sont coincés au dernier rang et qui ne peuvent pas se tirer? Ils peuvent aussi poser des questions. Ils peuvent, allez, on évite que les professeurs posent des questions. Mais... Merci